Les crises politiques en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Mali, où mardi dernier, une junte militaire a pris le pouvoir en forçant le président Ibrahim Boubacar Keïta à la démission. Bonjour, Maître El Hadji Diouf. Bonjour, Babacar. Votre commentaire sur la situation au Mali. Il se passe des choses drôles. Ça me rappelle la crise gambienne. Vous savez, le Mali déjà est traversé par des guerres, des attaques, des complots et par la présence de troupes étrangères de plusieurs pays et des organisations internationales comme les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO. Donc le Mali, en tant que tel, le Mali même est une crise. Le Mali est un pays en crise et incarne la crise multidimensionnelle. Mais ce qui s'est passé, je dis, me rappelle les événements Yahya Jammeh, les événements qui ont entraîné la chute du président Yahya Jammeh. Alors, avec la CEDEAO qui était intervenue. Parce que la CEDEAO s'est impliquée dans les deux crises. Et pour ce qu'on peut appeler, et moi je n'ai même pas vu de crise, la crise gambienne, parce qu'il n'y avait pas de manifestation en Gambie. Il y avait un recours du président sortant devant la Cour suprême, même s'il avait eu à féliciter le vainqueur proclamé par la commission électorale. Il est revenu, parce qu'il y a eu une deuxième proclamation sur ces félicitations, pour saisir la Cour suprême. Mais malgré tout, la CEDEAO a fait de la fumisterie en disant que Yahya Jammeh doit partir et le 18 à minuit, s'il ne part pas, les troupes de la CEDEAO, sous la conduite de l'armée sénégalaise, vont entrer en Gambie pour chasser le président Yahya Jammeh. Par rapport à la Gambie, la CEDEAO a été engagée, déterminée, pour ne pas dire passionnée, pour faire partie Yahya Jammeh qui a été élu et dont la défaite n'a pas été officiellement reconnue par la Cour suprême gambienne. Donc un président en exercice qui a un droit de recours. Mais se présente aujourd'hui le problème malien. Des putschistes viennent arrêter un président régulièrement, légalement, constitutionnellement élu et qui n'a fait que 2 ans sur un mandat de 5 ans. Est-ce qu'on peut reprocher à Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir usurpé le pouvoir, d'avoir confisqué le pouvoir ou d'avoir volé le pouvoir? La CEDEAO n'est pas restée silencieuse sur la crise malienne. Elle a condamné ce coup d'État et a décidé de punir le Mali justement en fermant les frontières, sauf pour les produits de nécessité. Voilà la fumisterie de la CEDEAO. Avec la Gambie, on n'avait pas menacé de fermer les frontières gambiennes. On est allé traverser les frontières pour chasser Yahya Jammeh. Et je me rappelle qu'il disait que oui, nous sommes en train de franchir la frontière. Les troupes vont bientôt entrer en action. Et les gens applaudissaient. Aujourd'hui, un président régulièrement élu, légalement intronisé, un président en exercice, des militaires, contrairement au protocole de la CEDEAO, se permettent d'abréger son pouvoir. Il y a déjà des troupes de la CEDEAO sur place. Elles sont là-bas. D'ailleurs, elles n'interviennent pas. Elles n'interviennent pas. Vous avez vu, ironie du sort, ces troupes sont là depuis l'agression du Mali par les troupes étrangères. Les troupes sénégalaises, burkinabées, béninoises, ghanéennes, nigérianes sont là-bas. Et les troupes françaises. Mais je parlais de fumisterie. Les gens ne voulaient pas coopérer avec Yahya Jammeh et voulaient s'en débarrasser. Ils dérangeaient. IBK, il a la légalité avec lui. On devrait immédiatement envoyer les forces d'elle qui sont présentes au Mali, chasser les militaires et installer ou réinstaller IBK et son gouvernement. Réinstaller l'Assemblée nationale qui a été élue aussi. Aujourd'hui, j'ai
suivi certaines interventions au Sénégal. On dit oui, le port de Dakar permet aux Maliens de vivre. Donc nous saluons la réaction du président Macky Sall qui demande quand même qu'on permette d'acheminer des vivres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pure fumisterie encore. Soit on combat des putschistes, quel qu'en soit le prix, pour que nul n'en ignore, que tout le monde sache que désormais, les pays de la CEDEAO, c'est comme l'Union européenne. Vous qualifiez de fumisterie. Que personne ne s'aventure à prendre le pouvoir par les armes. Les positions de Macky Sall sur la situation au Mali, pour vous, c'est... Mais elles sont totalement erronées. Elles ne sont pas conséquentes par rapport à Macky Sall qui lui-même disait qu'il faut que Yaya Jammeh parte. Parce que maintenant, c'est Adama Barrow qui est élu. Il a même dit à Louga, j'ai suivi devant les Talen, il a dit c'est à Dakar que Yaya Jammeh doit savoir partir parce que maintenant c'est Adama Barrow. Il lui a même permis à Adama Barrow de prêter serment ici aux Almadies. À l'ambassade de Gambie. Oui. Alors aujourd'hui, c'est ce même Macky Sall qui nous dit non, essayons d'aider un peu sur le plan humain, etc. On ne peut pas interdire. C'est pas le Mali. On ne peut pas lui interdire de défendre les intérêts du Sénégal non plus. Ce sont pas les intérêts du Sénégal. Ce qui se passe au Mali est extrêmement grave. Vous évoquez le port de Dakar. Et ça se retourne contre lui. Ah bon? Ah oui, il n'a pas réfléchi. Et comment alors? Comment? Ibeka a été élu par une majorité écrasante. Macky Sall a été élu par une majorité écrasante. Le courant n'est pas acceptable pour dire libérer telle personne qui passe même devant le campénal de l'EPT6 ou mobilise des élise un président. Ce ne sont pas ces quelques milliers, disons 3 000, 4 000, 5 000, jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000, même 50 000 personnes, c'est une marée humaine. Mais avec 50 000 personnes au Mali, parce que les manifestations là-bas n'ont jamais dépassé 50 000. Est-ce que les millions d'électeurs de Ibeka, où sont-ils? Parce qu'il y a eu des manifestations, il y a un plan ourdi contre Ibeka. Je vais retourner contre Macky Sall. Vous voulez aboutir à quelle conclusion que ce qui est arrivé à Ibeka peut arriver ici au Sénégal? Je dis que Macky a commis une erreur en voulant chercher un peu une porte de sortie, hein, pour ces putschistes. Parce que ce ne sont pas les Maliens. Les Maliens, ils ont élu Ibeka. Ils n'ont jamais donné feu vert ou mandat aux militaires. Ils n'ont pas donné feu vert à l'imam Diko. Vous dites que les manifestations dans la rue à Bamako sont minimes par rapport aux électeurs qui ont réélu Ibrahim Boubacar Keïta. Petite comparaison, parce qu'à la pointe de cette contestation de rue au Mali, il y a le M5, le mouvement du 5 juin, le jumeau du M23 sénégalais, dont vous réclamez acteur mais majeur. On n'a pas pour autant provoqué un coup d'État. On a attendu la fin du mandat de Ablaye Wade. Malgré les nombreuses manifestations qui ont coûté la vie à Mamadou Diop, de Mour et à tant d'autres, à la place de l'Obélisque. Moi-même, j'ai failli être tué. Mais on n'a pas pour autant demandé à l'armée sénégalaise de prendre le pouvoir ou de comploter contre Ablaye Wade pour qu'il quitte le pouvoir avant la fin de son mandat. Mais si aujourd'hui on accepte, parce qu'il y a une manifestation du 23 juin, bon, on va demander à l'armée de prendre le pouvoir et de débarquer à Ablaye Wade. Ça, personne ne pouvait l'accepter. On n'aurait jamais dû le faire et on ne l'a pas fait. C'est la raison pour laquelle, même s'il y a des manifestations dont on ignore les raisons, attention, Artung, qu'est-ce qui est derrière la tête, la pensée de cet imam Diko? Qu'est-ce qu'il y a comme raison occulte, cachée, pour mobiliser ces gens pour demander le départ d'Ibeka? Vous soupçonnez quoi personnellement? Vous savez, je vous ai dit tantôt que le Mali est traversé par énormément de crises. Le Mali subit des crises, vit des crises multidimensionnelles, notamment la crise djihadiste, la crise identitaire,
les conflits interethniques. Il y a trop de problèmes au Mali. L'imam Diko est-il à la tête d'une entreprise ethniciste, djihadiste, islamiste? C'est pas un leader politique. Après le putsch, il a dit qu'il retourne à la mosquée. Ça Voilà, veut dire une que... mission accomplie. Oui. Donc cela prouve qu'il y avait collision. Cela prouve que y avait... pour lui, le problème c'était le maintien de Ibeka. C'était personnel. Parce que j'ai suivi des commentaires dans la presse sénégalaise. Ce n'est pas peut-être pas forcément personnel, puisqu'il y avait quand même une foule nombreuse qui répondait à tous ces appels à manifester sur la place de l'indépendance de Bamako. Qui peuvent appeler leurs talibés pour mobiliser des milliers de personnes. Ils sont nombreux, ces chefs religieux. Peut-être qu'ils n'ont pas fait comme Diko. Diko est un simple imam, il n'est même pas chef religieux. Il y a combien d'imams à Dakar? Demandez à Moussa Fagé, qu'on devait déclarer mort et qui est vivant. L'imam Mounay Moussa Fagé, que je salue au passage. Il y a combien d'imams? Quel est cet imam qui pourrait se lever pour dire, bon, venez, nous allons manifester contre le président. Pour quelle raison? Oui, la vie est chère, il y a des problèmes. Mais cet imam aurait pu mobiliser les Maliens contre l'occupation de leur territoire au nord. Il aurait pu utiliser cette force pour libérer son pays au lieu de s'acharner sur Ibeka, qui a été régulièrement élu. Donc il y a d'autres motivations. D'ailleurs, je me pose des questions. Est-ce que la main qui a arrêté Soumaïla Cissé n'a pas aussi arrêté Ibeka? Parce que j'ai suivi certains discours, pour écarter les hommes politiques et donner le pouvoir aux djihadistes. Soi-disant société civile et opposants se retrouvent avec un imam, et derrière un imam, d'ailleurs, ce qui est louche, quand des hommes politiques aguerris, bien formés, se réclamant de l'opposition, se mettent derrière un imam. Quelle est l'idéologie de cet imam? On va suivre l'évolution de la situation au Mali. C'est curieux, mais peut-être qu'il y a un complot contre l'État malien. Vous avez déjà dit que aucun chef d'État n'est à l'abri de ce qui s'est passé à Bamako. La Guinée et la Côte d'Ivoire ne sont pas non plus à l'abri de troubles, avec Alpha Condé et Alassane Ouattara qui vont se représenter pour la 3e fois à la présidentielle de leur pays. Ah, là, voilà, là je rejoins le président bissau-guinéen. Oumar Sissoko Embalo. Il a raison. Il dit que les 3e mandats, c'est aussi des coups d'État. C'est des coups d'État pire que le coup d'État actuellement au Mali qui est en train de réussir. Je ne sais même pas s'il a réussi, parce que je crois que si la CEDEAO réagit vite, eh bien, on ne va plus parler de ce coup d'État. On peut immédiatement, avec les forces présentes sur le terrain au Mali, les forces de la CEDEAO... Pour vous, sérieusement, ça craint en Guinée, en Côte d'Ivoire? Mais je dis... ils pourront être traduits devant le tribunal de l'histoire et même devant la Cour pénale internationale si d'aventure ils se présentent et qu'on enregistre des morts. Ce serait un crime contre l'humanité. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Je parle de Condé et de Ouattara. Attention, ils n'aiment pas le peuple. On a vu hier samedi l'investiture d'Alassane Ouattara au stade de Félix Houphouët-Boigny, archi-comble, d'ailleurs dans un contexte sanitaire un peu sensible. Il y a du monde derrière Ouattara. Mais ne vous fiez pas à la loi du nombre. C'est pourquoi, dans nos États, dans nos républiques bananières, les partis au pouvoir, comme les présidents en exercice, parce que, détenant les moyens de l'État, mobilisent dans les villages, dans les villes, déplacent les populations vers le stade de tous les départements. Alors, viennent des gens achetés, corrompus, qui applaudissent, qui soutiennent. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas dépasser le million. Et pour être élu en Côte d'Ivoire, il faut plusieurs millions d'électeurs, comme au Mali. Mais on va dans un stade archi-comble. Mais ce n'est pas le pays. Ce n'est même pas un village.
Et c'est même pas un village, c'est des gens qui ont rempli ce stade. Il y a des villages qui ont plus d'habitants, de population que ce stade. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse leurrer. Ils veulent nous impressionner. Voyez le public qui est derrière moi. Voyez les populations qui me soutiennent. Les Ivoiriens veulent que j'obtienne un 3e mandat. Mais c'est honteux. C'est indigne. Je dis que c'est indigne. Le RHDP, c'est irresponsable, c'est honteux. Le parti de Ouattara a été quand même pris de court par la mort de Amadou Gon Coulibaly, qui était désigné candidat du parti. On l'a reconnu à quelques petites semaines de la présidentielle prévue en octobre. Ah, donc tous ceux qui ont rempli ce stade, ce sont des chèvres et des moutons, des ânes et des chevaux. Donc dans ce parti qui soutient Ouattara, il n'y a aucun être humain capable de réfléchir, de diriger la Côte d'Ivoire. Après lui, c'est le dirige. C'est un vide. Donc lui, il va rester pendant encore 1020 ou 1200 ans. Parce que s'il n'est pas là, la Côte d'Ivoire ne peut plus vivre. Si on suit sa philosophie. Peut-être que vous et... Cet homme est dangereux, Ouattara. Peut-être que vous et... Pourtant, il a été victime de ça, lui. Mais il me surprend. Il me déçoit. Peut-être que vous et Umaro Sissoko Embalo, le président bissau-guinéen, réglaient des comptes avec ces présidents-là. Parce qu'on a vu aller à des procès anti-Alpha Condé en Guinée. Umaro Sissoko Embalo n'a pas été soutenu par Alassane Ouattara et Alpha Condé à la dernière présidentielle bissau-guinéenne. C'est pas ça. Parce que moi, je suis l'avocat de Cellou Dalein Diallo. Ben justement. J'ai assisté à des tueries massives, des éliminations physiques des militants de Cellou Dalein Diallo. Chaque fois qu'il y a manifestation, l'armée et la gendarmerie guinéenne tirent sur les manifestants. Et ce sont plutôt les militants de Cellou Dalein qui meurent, par centaines. Donc la CPI doit être saisie d'ailleurs. Et d'autres juridictions pour qu'on arrête quand même Alpha Condé, il exagère. Et il se permet, quelques mois après la présidentielle, de modifier la Constitution. Toute honte but, quelle indignité, pour dire maintenant, j'ai droit à un 3e mandat. Mais nous, les Africains, quand est-ce que nous allons cesser d'être la risée publique, la risée mondiale, d'être considérés comme des guignols, des présidents guignols, des présidents qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Le 3e mandat. Mais la CEDEAO doit être aussi conséquente. Et aurait dû dire non au président gourmand, au président irresponsable, qui pense que eux, après Dieu, ils viennent juste après, immédiatement après. Ils pensent qu'ils viennent après Dieu, de demi-dieu. Mais de qui se moque-t-on? Tous les présidents dans leur pays ont des concitoyens plus compétents qu'eux. Vous avez vu Cheikh Anta Diop, il est resté là longtemps sans prendre le pouvoir. Il a cherché, il n'a pas obtenu. Quel est l'intellectuel plus brillant que Cheikh Anta Diop en Afrique? Il n'y en a pas. Ces présidents, il y a des gens plus sages qu'eux, plus honnêtes qu'eux, plus humains qu'eux, plus généreux qu'eux, mais qui ne seront jamais présidents parce que Dieu l'aura voulu. C'est Dieu qui décide. Allah, subhanahu wa ta'ala. En tout cas, lors de ce dernier sommet de la CEDEAO sur le Mali, sommet virtuel par visioconférence, quand Umaro Sissoko Embalo évoquait le 3e mandat qu'il considère comme des coups d'État, Alpha Condé et Alassane Ouattara n'ont pas apprécié. Macky Sall aussi, il est surveillé au sujet de ce débat sur le 3e mandat. Moi, je crois qu'il n'a pas intérêt à être surveillé. Il a intérêt à être clair. Parce que lui-même l'a dit, nous avons des enregistrements. Lui-même l'a voulu. Il a proposé une constitution qu'il a écrite, lui-même dit, celui qui, je le cite, Mako Ben Sabaloko. Ouais, c'est le premier mandat, 7 ans, avec 2e mandat, vous direz, vous yalla maye, ti yel Sénégalais ngeen woluma, faladma, damay dem jeexal na. Mu ne gas lolo, paré na ci. Ouais, est-ce que ce Macky Sall là ose revenir devant les Sénégalais pour dire maintenant, je vais demander au Conseil constitutionnel de se prononcer. Parce que j'ai suivi quelques brédicaleuses là du pouvoir. Moi, je fais partie du pouvoir, je fais partie de Benno Bokk Yakaar. Mais nous ne sommes pas les mêmes, parce qu'il y en a qui ne sont que des valets, qui ne veulent que des postes et de l'argent. Donc, ils n'osent même pas au sein de Benno Bokk Yakaar poser le débat. Mais même s'il est interdit, le débat à la paire,
les partis de Benno sont quand même des partis libres. Macky Sall a déjà sanctionné des responsables de son parti, surtout qui se sont ouvertement prononcés. Comment peut-il sanctionner des responsables d'autres partis, quand même, comme El Hadji Diouf, qui a toujours dit que troisième mandat du fait am. Si ce président, je serais le premier à me dresser contre lui pour le combattre. Et les Sénégalais vont le combattre et il va finir très mal. Et j'aurais bien voulu que Macky Sall finisse très bien, sorte par la grande porte. Mais aujourd'hui, on est en train de le travailler au corps, on est en train de le préparer, on est en train de lui... Chaque fois que j'entends les Benja et les autres, oui, de façon, il est à son premier mandat. Donc le premier mandat, c'était un entraînement, quoi. Et il est plus long que le deuxième mandat. Donc, mais de qui se moque-t-on? Il faut que les gens apprennent à être sérieux. Que dites-vous à tous ces collaborateurs de Macky Sall qui ont des ambitions et des vocations, à qui on demande de ne pas se prononcer, de ne rien faire, de ne pas s'afficher? Oui, mais... si les militants de Macky Sall qui ont des ambitions n'osent pas les exprimer, n'osent pas aussi défendre leur position, bon, parce qu'ils ont des postes à préserver, ils ont des avantages, mais c'est leur affaire, l'histoire va les enterrer. Par exemple, El Hadji Diouf se prépare pour la présidentielle. Je ne vois pas pourquoi je ne serai pas candidat. Dès lors que celui que j'ai soutenu a fini ses 2 mandats, même si on est dans la même structure, ben non, c'est à Macky Sall maintenant de me soutenir. S'il est vraiment reconnaissant. Parce que je ne suis pas son valet, je ne suis pas son élève, je ne suis pas son talibé. Nous sommes des naoulés, alter ego, chef de parti, lui et moi. Donc si des chefs de parti au sein de Benno Bokk Yakaar n'osent même pas parler du 3e mandat, parce que quelle est la volonté du président de la République qui a sanctionné des militants de son parti? Mais je dis que ces chefs de parti-là, ils me déçoivent. Il doit pouvoir dire d'ailleurs à Macky, nous sommes avec vous tant que vous respectez vos engagements. Et parmi vos engagements, il y avait les 2 mandats. Et on les a adoptés dans la nouvelle constitution qui dit, et lui-même dit, j'ai mis toutefois, dans cette explication, toutefois, nul ne peut effectuer plus de 2 mandats consécutifs. Je cite Macky Sall, quand il répondait aux journalistes. Quand affaire bi dierna, man 2 mandats, mënuma ko weesu. Et maintenant il dit, quand vous étiez parti au palais la dernière fois, pour lui poser encore la question, vous êtes un peu téméraire, c'est normal, je vous félicite. Il vous dit, je ne dirai ni oui, ni non. Ah, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Mais comment ça le dire, hein, président? Président, l'autre de ce tiers. En attendant la... On est qu'il y a le 3e mandat, moi, l'autre, moi, il y a En attendant la prochaine compétition électorale au Sénégal, ce sont les municipales et les départementales de mars prochain. C'est à cette date qu'elles ont été reportées parce qu'elles devaient se tenir avant. L'idée d'un nouveau report est agitée avec les retards dans le processus électoral provoqué par la crise sanitaire. Vous êtes pour un nouveau report? Non, je suis contre tous les reports dilatoires pour se préparer. On n'a qu'à y aller. Celui qui gagne, il gouverne. Ce sera la gouvernance territoriale. On ne peut pas rester maire pendant 10 ans, 15 ans. Les populations ont besoin de renouveler. C'est comme au niveau de la tête de l'État. On ne peut pas reporter l'élection présidentielle ou les élections législatives. Je suis pour le respect du calendrier républicain, Babacar. Votre parti politique, le PTP, est un allié donc du pouvoir. Irez-vous avec Benno Bokk Yakaar à ces municipales et départementales? Pour ça, les élections locales, c'est local. Ce sont les populations qui verront, nos militants, au niveau des départements, au niveau des communes, verront s'ils peuvent aller en coalition avec Benno ou d'autres partis. Nous ne sommes pas liés par Benno Bokk Yakaar. D'ailleurs, je crois que notre mission avec Benno est presque terminée. Nous accompagnons juste le président pour qu'il termine son mandat et qu'il me cède le fauteuil. Il est grand temps. Donc, on ne va pas continuer pour soutenir Macky Sall éternellement, quand même. Donc, nous devons nous préparer, nous aussi. Le dialogue national, le dialogue politique, les discussions sur le statut de l'opposition vont redémarrer la semaine prochaine. Votre opinion sur ce dialogue-là? Oui, j'ai vu que vraiment, avant, j'avais de l'espoir, mais je commence à m'interroger sur les motivations de ce dialogue. Est-ce que ce n'est pas un piège tendu à la classe politique sénégalaise pour gagner du temps? Qui sait? Mais j'ai des doutes et une suspicion légitime.
on fait tout pour ne pas avancer. Oui, ça, je le constate. Un dialogue inutile, finalement, pour vous? Tout dialogue est utile. Il n'y a pas de dialogue inutile. Mais certainement, il y a des raisons cachées, peut-être. Mais le dialogue est toujours bon. Dans tous les cas, on parvient à trouver peut-être une solution. Parce qu'avec le dialogue, on peut régler beaucoup de problèmes. Contrairement aux préoccupations des militaires. La force ne règle jamais les problèmes. Vous savez, allusion au putsch au Mali. Vous avez vu le Mali? Oui. Il y a combien de putsch au Mali? Il y en a 4 dans l'histoire. Donc les Maliens sont habitués à ça. C'est pas bon. Sur le dialogue politique au Sénégal, les discussions qui reprennent la semaine prochaine vont entre autres tourner autour du statut de l'opposition. Après, qui doit être le chef de l'opposition à votre avis? Mais c'est le chef de l'opposition. Mais déjà nous sommes dans un régime présidentialiste. Nous qui avons étudié le droit constitutionnel. Même pas un régime présidentiel. Parce qu'un régime présidentiel, c'est comme aux États-Unis d'Amérique. Il y a des moyens de pression réciproques entre le Congrès et le président américain. Le Congrès peut bloquer. Trump peut bloquer le Congrès. Le PDS conteste parce que le PDS se dit opposition parlementaire non, on n'est pas dans un régime parlementaire. Là, il n'y a plus de Premier ministre. Et vous avez vu un régime parlementaire sans Premier ministre? Il n'y en a pas. Le régime parlementaire, c'est la majorité parlementaire qui élit un Premier ministre. C'est ça qui caractérise le régime parlementaire. Idrissa Seck, le Parlement est tellement fort qu'il nomme le Premier ministre, ou encore le Premier issu des rangs de la majorité parlementaire. Dans un régime parlementaire. Est-ce qu'il y a un Premier ministre au Sénégal actuellement? Pour vous, c'est Idrissa Seck. Donc, au sortir d'une élection présidentielle, celui qui vient après le chef de l'État, le président élu, c'est Idrissa Seck, c'est le chef de l'opposition. Le prochain gouvernement, Maître El Hadji Diouf, de façon persistante, il est dit que Macky Sall veut faire entrer l'opposition et la société civile, gouvernement d'union, comme on dit couramment. Êtes-vous favorable? Je ne sais pas. Il appartient au président de le faire. Mais si j'étais à sa place, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas formé un gouvernement d'union nationale. Ce serait un aveu d'échec. C'est comme si lui était incapable de gouverner, qui n'a pas les compétences requises dans son camp et dans sa large et grande majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar. Il y a suffisamment de compétences là-bas. Mais peut-être l'homme, je ne sais pas s'il va le faire, mais l'homme aime débaucher, chercher des opposants pour les ramener et en faire des PCA de telle direction. Vous avez suivez mon doigt. Peut-être qu'avec ça aussi, il va continuer dans cette logique. Après avoir nommé les PCA transhumants, il va nommer des ministres transhumants. Mais si j'étais à sa place, je n'aurais pas fait appel aux transhumants pour gouverner. J'ai gagné, sans eux. Sans eux, j'ai gagné. Je vais gouverner avec ma grande coalition Benno Bokk Yakaar. C'est ça qui est logique. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête du président. Mais en tout cas, je lui conseille de ne pas chercher à monter un gouvernement d'union nationale qui serait un aveu d'échec. C'est comme si lui, avec toute sa majorité, serait incapable de gouverner le Sénégal. Et qu'il lui faudrait d'autres éléments. Non, ce serait quand même extrêmement dangereux pour lui. La justice, ces accusations de corruption entre magistrats qui font l'actualité. C'est triste. J'ai mal. C'est ma famille, la grande famille judiciaire, qui est secouée fortement, qui souffre. Des membres de cette grande famille, des membres les plus importants, les plus prestigieux, qui s'entre-déchirent. Ça me fait trop mal. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie, au fonctionnement normal, régulier de la justice. Mais vous savez, Babacar, en 2017, je l'avais dit, nous sommes en train d'installer le chaos dans la justice. Et mes collègues députés n'avaient rien compris. Le gouvernement venait de nous proposer un statut pour la magistrature. Un statut qui aujourd'hui favorise les magistrats gradés qui occupent les plus hautes fonctions et qui défavorise les autres parce qu'on permet à ceux qui occupent certaines fonctions comme premier président de la Cour suprême, premier président, etc., procureur général, on leur donne 68 ans, 3 ans de plus. Pour la retraite. Pour la retraite. Et les autres, à 65 ans, même s'ils sont des promotionnaires, s'ils sont sortis la même année de l'école de formation judiciaire, CFJ.
ceux qui ont eu la chance, ou en tout cas les réseaux, ou en tout cas les faveurs du régime pour occuper cette fonction, ceux-là vont continuer 3 années supplémentaires. Ceux qui étaient avec eux à l'école et qui peuvent même être plus brillants qu'eux et qui auraient même pu sortir major devant eux, ceux-là, à 65 ans, parce qu'ils n'ont pas été nommés procureur ou premier président, la fonction de procureur général ou de premier président, etc., ceux-là vont partir. Et les jeunes magistrats que j'avais rencontrés à l'époque, avant de voter, en tant que député, cette loi, j'ai voté contre, hein, j'ai été le seul à voter contre. Parce que j'ai vu, j'ai discuté avec des amis, jeunes magistrats, ils vont dire, regardez-moi ça. Dans un corps, on crée une discrimination sur la retraite, sur l'âge de la retraite. Oui, sur l'âge de la retraite. Et depuis 2017, c'est des frustrations supplémentaires qui ne militent pas pour la sérénité. Dans ce remue-ménage à l'Union des magistrats du Sénégal, on a clairement vu deux camps, les jeunes et les magistrats plus âgés. Oui, oui, c'est ce malaise. Moi, je dis que le vote de cette loi a contribué à installer le malaise au sein de cette grande famille, cette prestigieuse famille de la magistrature. Le système judiciaire est aussi au devant de la scène, paralysé qu'il est depuis plusieurs semaines par une grève des greffiers, membres du syndicat des travailleurs de la justice. Le Sytjust s'oppose au projet de modification de décrets qui vont sensiblement augmenter les salaires des greffiers. Le ministre de la Justice et les syndicalistes restent sur leur position. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les solutions que vous proposez? Il faut arrêter les positions maximalistes des deux côtés. Et tantôt on a parlé de dialogue. Seul le dialogue peut régler le problème. Il faut des concessions réciproques. Peut-être qu'il y a des montants assez élevés, même pour les justiciables. Ils doivent payer plus. On peut diminuer ce montant. Parce que ce que le Sytjust demande, c'est l'application des décrets et c'est le droit. Ces gens qui manifestent, en fait, expriment... c'est déjà acquis, on va revenir là-dessus. Oui, c'est vrai. Leur désarroi et leur dégoût. Parce que après avoir signé, après cette félicité, des avancées syndicales, on revient de prendre ce qu'ils avaient gagné par la main droite, par la main gauche. Et naturellement, ils ont attendu longtemps, rien, et naturellement, ils réagissent. Mais je crois que le gouvernement doit faire preuve de souplesse. Essayer de convaincre les gens, signer ces décrets en les réaménageant seulement, en diminuant certains montants, mais en permettant aux greffiers de gagner plus, parce qu'ils gagnent moins. Et ce qu'ils gagnent, ça ne leur permet pas de vivre décemment, de suivre les audiences, et d'éviter la corruption. Parce qu'on doit tout faire pour mettre les magistrats, les greffiers, les personnels de la justice dans de bonnes conditions pour éviter les tentatives de corruption. Parce que si les gens sont dans de bonnes conditions, mais ils peuvent résister à la corruption. Mais si les gens n'ont rien, les travailleurs n'ont pas grand-chose, ne peuvent pas payer les loyers, assurer la dépense quotidienne, l'électricité, l'eau, le téléphone, la scolarité des enfants, avec un salaire de misère, mais ils peuvent être tentés. Maître Lajouf, il y a aussi dans l'actualité ce livre, le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole. Il s'agit de Thierno Alassane Sall, le livre de près de 500 pages, des révélations sur l'attribution de licences d'exploration de gisements de pétrole au large du Sénégal. Il y a une partie qui vous concerne, puisque vous êtes conseil de Franck Timis, le propriétaire de Petrotim, que Aliou Sall, le frère du président de la République du Sénégal, Macky Sall, que Aliou Sall le représentait au Sénégal. Donc dans ce livre, l'ancien ministre de l'énergie, Thierno Alassane Sall, évoque à nouveau ce qui est déjà considéré comme un scandale. Il s'agit des conditions dans lesquelles Timis a obtenu son permis. Il ne peut pas prouver alors une obtention de ce permis anormale, irrégulière. Il ne peut pas. Il parle sans prouver. Timis Corporation, Franck Timis, mais sa société avait obtenu la signature de Maître Abdoulaye Wade, de Karim Wade, de Souleymane Ndéné Ndiaye. Le décret n'a pas été numéroté parce qu'on était en campagne électorale.
avec donc l'administration qui était presque en débandade, et avec la défaite d'Abdoulaye Wade, le décret n'a pas été envoyé à Rufisque pour sortir au journal officiel. Mais, mais Petrosen avait signé. Le décret n'existe pas légalement. Avant le décret, il y avait le contrat. Parce que dans le droit pétrolier au Sénégal, le simple contrat qui lie le pays, le Sénégal, donc au co-contractant, donc au pétrolier, ce contrat, après sa signature, doit faire l'objet d'un décret. Donc le contrat qui lie le Sénégal existait déjà. Et Macky ne pouvait pas remettre en cause ce contrat, à défaut de payer des milliards et des milliards à Franck Timis. Et pourquoi d'ailleurs remettre en cause ce contrat? Thierno Alassane Sall souligne également l'enquête de l'inspection générale d'État sur la société de Franck Timis pour dire qu'elle ne doit pas gagner ce contrat-là parce qu'elle n'a ni les capacités financières ni techniques pour avoir une licence comme celle-là. Je n'ai pas vu ce rapport, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une campagne de diabolisation de Franck Timis qu'on présente comme un bandit. Ce rapport s'est évaporé, comme dit Thierno Alassane. Donc, moi, je ne l'ai pas vu, vous ne l'avez pas vu certainement aussi. Donc, moi, je m'en tiens à ce que je sais de ce dossier. Je sais, moi, que Franck Timis doit être élevé ici en héros. Franck Timis nous a permis d'obtenir le gaz. Aujourd'hui, nous avons, alors, du point de vue des prévisions, la plus forte quantité de gaz au monde qu'on peut exploiter au Sénégal. Grâce à Franck Timis. C'est pourquoi à Atepa Goudiaby, quand il m'a trouvé à l'hôtel Méridien président avec Franck Timis, et il a dit, publiquement, je n'ai rien à cacher, il me dit, mais si le Sénégal savait ce que ce bonhomme-là nous a rapporté, ce serait un héros, on aurait vénéré. Parce que grâce à Franck Timis, nous aurons des milliers de milliards dans quelques années quand nous aurons commencé l'exploitation de ces jugements. Que pensez-vous de ce livre de Thierno Alassane Sall? Je ne l'ai pas lu, mais je sais que concernant Timis, rien ne peut être prouvé sur son inexpérience parce qu'il était dans beaucoup de pays. D'ailleurs, même les Sénégalais se contredisent. Ils disent que oui, Timis a été condamné dans d'autres pays parce qu'en affaires, souvent il y a des procès. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il gagne quand même des marchés. Dans la haute finance et dans les grands les grands contrats au niveau mondial, il y a souvent il y a des cabinets d'avocats qui se battent, il y a des arbitrages, il y a des procès. Mais alors, donnez-nous des nouvelles de l'enquête après les plaintes d'associations et d'opposants sénégalais contre Franck Timis et... Voilà, ils sont ridicules. Il n'y avait rien. La police a fait l'enquête. Elle a dit que rien. Même pour Agritrans, les comptes qui auraient accueilli de l'argent pour Aliou Sall, c'est du vent. BBC n'a fait que mentir. Sur de l'argent versé, des milliards qui auraient dû être versés à Aliou Sall pour qu'on dise Aliou Sall, c'est 400 000. Mais rien que de la manipulation par BBC qui dépend ou qui défend un autre pétrolier, un groupe pétrolier extrêmement prospère. Depuis quand? Depuis quand? Vous voulez parler de Tullow Oil? En tout cas, il y a des groupes qui ont payé des milliards à des journalistes pour raconter n'importe quoi, pour déstabiliser notre pays. Et qui ont financé. Des nouvelles de cette enquête-là. Et qui ont financé des hommes politiques. Des nouvelles de cette enquête-là. Pour la présidentielle, qui ont financé des hommes politiques. Ou un homme politique pour la présidentielle passée, qui avait promis de redonner ces jugements pétroliers. Mais, donc, toi, pour que je me mette. Donc, ces gens, ils financent BBC, ils financent des opposants sénégalais qui vont raconter n'importe quoi. Ils ont financé qui et qui? Qui vont faire comme Diko d'ailleurs, qui voulait faire comme Diko, voulait semer la pagaille dans le pays. Vous parlez de qui? Convoquer des manifestations à la place de l'Obélisque. Vous parlez de qui? Dire que sur le pétrole, n'a pas ça, alors que le pétrole, qu'on gagne. Vous faites allusion à qui? Je ne fais allusion à personne, mais ceux qui sont là-dedans se connaissent et je ne vais pas leur donner du buzz, je ne vais pas me rabaisser jusqu'à parler d'eux parce que c'est des gens qui n'ont aucun mérite à part mentir et se mettre à la disposition du capital étranger pour déstabiliser leur propre pays en disant que c'est des gens qui sont de l'antisystème, qui ne sont pas du système,
alors qu'ils sont dans le système, on les connaît dans le système, dans la distribution des terres, dans le foncier et dans d'autres secteurs où on parle de plusieurs milliards dont on ne peut pas prouver l'existence. Pour une fois, vous ne donnez pas de nom. Hein. Je dis, c'est extrêmement grave que des gens se laissent manipuler par de grands menteurs, de grands manipulateurs devant l'histoire et qui ont aussi un cabinet d'insulteurs publics. Dès que vous parlez d'eux, alors les injures commencent, les critiques commencent et ceux qui ont peur, ces injures abdiquent. Mais El Hadji Diouf... Mais aujourd'hui, vous ne citez pas de nom, justement. Non, parce qu'il ne m'intéresse pas. Ce qui intéresse le peuple, c'est ça qui m'intéresse. Le peuple saura qu'il y a des gens qui mentent, qui inventent agrittance, des gens qui portent plainte sans aucune preuve. Qu'est-ce que la justice sénégalaise a fait de ce dossier-là? Mais la justice sénégalaise, après la DIC, le doyen des juges a été saisi par le procureur, il n'a rien vu. Vous avez vu? Il a pris quelle décision, le doyen du juge? Mais je crois qu'il attendait les réquisitions du procureur, mais je sais qu'il n'y a rien. Je sais que ce qui s'est passé à la police, c'est ce qui s'est passé chez le juge. Ceux qui criaient, quand on les a convoqués, ils ne sont pas allés voir le juge. D'autres sont allés sans preuve. En disant, je pensais, on m'a dit. Mais on m'a dit, je pensais. Ou bien, j'ai des preuves, mais je ne les donne pas. J'ai des preuves. Oui, où sont les preuves de tant de milliards? Je les garde. Je t'en convoque au niveau du procureur. Mais il faut qu'ils arrêtent de prendre les Sénégalais pour les demeurer. Les preuves, on les exhibe. Il n'y a pas de délit. Le dernier thème de cette émission, Maître El Hadji Diouf, la crise du coronavirus au Sénégal, votre opinion sur la gestion de la riposte sanitaire par le gouvernement? Ah, Babacar, j'étais victime du coronavirus. Ah bon? J'ai été hospitalisé à Fan. Vous nous faites une grosse révélation. Vous venez d'avoir la primeur. Vous avez chopé le virus? Oui. Et j'étais très tôt. Donc, à l'hôpital, parce que j'ai senti un malaise. Bon, je ne pouvais plus manger. Bon, j'avais pas de toux, j'avais pas de maux de gorge, j'avais pas de température élevée. Mais j'avais plus d'appétit. Et j'avais mal aux jambes. J'ai dit, ma femme, une de mes épouses m'a dit, bon, il faut qu'on aille voir le médecin pour voir vraiment ce que tu as. Et personne ne le sait, c'est la première fois que j'en parle. Si les gens le savaient, ils auraient dit, j'ai dit, ça me concerne. Et je vais lutter contre la maladie. Et véritablement, depuis que j'ai mis les pieds à l'hôpital Fan, je profite de l'occasion pour féliciter les services du professeur Seydi, le professeur Seydi d'abord, professeur Kadia Diallo, Madame May. La patronne du CTE. Oui, je crois que c'est Kadia. Elle est brillante. Docteur Faye. Il y a aussi les infirmières qui ont été vraiment extraordinaires. Gentil, professionnel. C'est parce que d'ailleurs, ces gens ont été professionnels que personne n'a su que j'étais à l'hôpital. Comment avez-vous vécu cette hospitalisation après votre contamination au coronavirus? Oui, avec dignité, avec sérénité, en bon croyant. Je suis allé là-bas. Vous êtes arrivé en cas grave ou Non, j'ai jamais été un cas grave. Je touche du bas, j'ai jamais connu la réanimation. J'ai été très tôt voir le toubib, le médecin. Donc c'est ça qui m'a sauvé, certainement. Il y a des gens qui attendent que la maladie vraiment s'installe. Aujourd'hui seulement, j'ai reçu un appel de mon marabout, du fils de mon marabout. Mais la Mecque aussi, ce sont les lieux saints par excellence, la Mecque et Médine. Les lieux saints de l'islam, oui. Mais l'Arabie Saoudite a fermé ses frontières. Moi, d'ailleurs, je suis contre la décision du gouvernement d'ouvrir les frontières interurbaines. C'est ça qui a permis au virus d'être disséminé sur le territoire national. Aujourd'hui, partout dans ce pays, il y a
le coronavirus, si on avait fermé Dakar, si on avait fermé Touba, dès le début, parce qu'il y avait que ces 2 villes, personne n'entre à Touba, personne n'entre à Dakar, personne ne sort. Le virus aurait été vaincu depuis très longtemps. Mais on a été trop laxiste, trop léger. On a laissé faire, avec des dérogations, des gens qui allaient voir des préfets pour pouvoir tromper la vigilance des gendarmes. Ensuite, l'État lui-même qui capitule devant des manifestants pour dire maintenant, allez-y. Le virus aussi, allez-y. Maintenant, on va vivre avec le virus. C'est la plus grosse erreur du mandat de Macky Sall. Merci Maître El Hadji Diouf d'être passé devant le grand jury de RFM. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, ancien député, avocat, chef de parti, le PTP. Candidat à la présidentielle de 2024, Inch'Allah. Et vous nous apprenez à la fin de cette émission que vous êtes guéri du coronavirus, que vous l'avez attrapé dans le plus grand anonymat. Depuis 1 mois et quelques. Merci beaucoup à Abdou Cham qui était à la régie. Restez avec nous, les programmes continuent sur RFM. Bonne fin de semaine.